Euh, The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Alors, un immense bienvenue à l'émission spéciale du podcast Nourrir l'Europe, ici en direct du Salon international de l'agriculture, ici à Paris. Bienvenue à tout le monde qui est là, présent autour de nous. On est ravis de vous avoir ici. Et bienvenue également à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, X, les réseaux sociaux. Alors, la question qu'on a voulu se poser cette fois-ci pour ce débat est une nouvelle vision pour l'agriculture en Europe. Vers quel avenir? C'est donc de l'avenir qu'on parlera, l'avenir qui nous concerne tous. Alors pour commencer, quelques mots juste d'introduction, d'arrière-plan. L'agriculture européenne est confrontée à d'immenses défis également. Les agriculteurs, évidemment, le savent très très bien et nous, tous les autres, on l'a très bien vu au plus tard l'année dernière avec les manifestations un peu partout en Europe et y compris ici même au Salon de l'agriculture. Alors, pour aider le secteur à y faire face, la Commission européenne vient de publier sa nouvelle vision pour l'agriculture et l'alimentation, un document pour mettre le monde agricole sur la route vers l'avenir, justement, mais aussi pour revoir un certain nombre de pratiques et de conditions qui avaient créé un certain malaise chez les agriculteurs en Europe ces dernières années. Un immense projet, donc, qui soulève des questions auxquelles on tâchera de répondre pendant l'heure, presque l'heure qui vient. Et pour ce débat, je salue tout d'abord le commissaire européen à l'agriculture et l'alimentation, Christophe Hansen. Et vous êtes un super public, mais je vous salue juste pour le moment. Et je le dis déjà maintenant, Monsieur Hansen, vous devez partir avant la fin de ce débat, donc vous êtes excusé déjà, vous serez remplacé par une collègue. On a également du monde agricole avec nous, le président de la coopération agricole, Dominique Chargé, qui d'ailleurs... Vous êtes aussi éleveur de volailles et de vaches laitières, si je suis bien renseigné. Parfait. On a le secrétaire général des jeunes agriculteurs, Quentin Leguillot. Bienvenue à vous également. Et on a de l'Académie d'agriculture de France, Jean-Marie Serroni, également conférencier sur l'économie de l'agriculture et expert en économie de gestion agricole. Un grand bienvenue. Et merci encore une fois à notre public, c'est exactement ce dont on a rêvé. Alors, j'avais pensé de commencer avec un tout petit round d'introduction, c'est un peu pour vous connaître, donc c'est des questions un peu personnelles, mais surtout liées au métier que vous représentez, la situation dans laquelle vous êtes. Commissaire, vous d'abord, à peine 100 jours, la commission dont vous faites partie est toute jeune et on a déjà ce document substantiel sur la table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les motivations qui vous ont poussé d'agir aussi vite? Donc du coup, la question n'est pas une question du fond, mais plutôt de la situation politique dans laquelle on se trouve et les motivations et les raisons pour avoir agi aussi rapidement. Premièrement, je pense qu'on doit dire qu'on n'a pas de temps à perdre. La situation dans les marchés agricoles, mais aussi dans certains secteurs, elle est assez précaire. Et donc, je me dois aussi... J'ai 5 ans probablement pour faire ce mandat. Donc, il ne faut pas perdre du temps au début. On a un grand problème, et j'ai le secrétaire général des jeunes agriculteurs à côté de moi, c'est la relève générationnelle. Et ça, effectivement, on a actuellement, au sein de l'Union européenne, seulement moins
moins de 12% qui ont moins de 40 ans. Et on a une moyenne au-delà des 57 ans. Donc on a vraiment un défi démographique si on veut que pour le futur, on ait encore la souveraineté alimentaire qui est essentielle, et on le voit de plus en plus dans ce monde géopolitisé où on prend les denrées alimentaires en otage. On ne peut pas se permettre cela, et donc on doit vraiment assurer à ce qu'on continue à produire suffisamment à des prix raisonnables, et aussi d'être compétitif, parce que si on veut motiver les jeunes à rentrer dans le job, il faut qu'il y ait des perspectives aussi économiques, parce que sinon on ne le fait pas. Dans cette vision, l'axe principal est ce renouveau générationnel, et comment poser les jalons pour que ça fonctionne. Et là, il y a aussi plein de mots comme la compétitivité qui étaient un peu des mots qu'on ne voulait pas entendre. On les a remis sur la table. C'est la nouvelle empreinte de cette nouvelle commission, et on a, comme dit, beaucoup de travail à faire. Donc effectivement, on parlera renouvellement, on parlera compétitivité. Et Quentin Leguillou, en quelques mots peut-être, vos motivations pour votre engagement syndical? Les motivations sont énormes. On vient de connaître les chiffres sur l'Union européenne. Nous, ici en France, c'est moyenne d'âge d'installation, c'est à peu près 33 ans et demi. Donc on s'installe de plus en plus tard. On a aussi ce manque d'installation, ce manque d'avancée sur les jeunes. Donc moi, ma priorité numéro 1 quand je suis arrivé au syndicat Jeunes Agriculteurs, c'était reconnaître le métier, faire avancer le métier, ramener un maximum de gens, et puis défendre la jeunesse agricole. Et puis aujourd'hui, on a ce cap sur le changement climatique, les aléas climatiques qui se succèdent sur nos exploitations, des exploitations qui sont en perte de valeur, en perte de production. On veut aujourd'hui chez JA, on vient de dire le mot compétitivité, on est inscrit pleinement dedans. On souhaite rajouter le mot production qui fait aussi peur. Voilà, aujourd'hui, il faut remettre du sens à l'agriculture. Nous sommes là pour produire, nous sommes là pour amener des produits de qualité aux agriculteurs, aux consommateurs, à tous les citoyens partout en France et à l'Union européenne. Voilà, donc je pense qu'il faut être fier. Je suis fier de ce que je fais, et c'est ce que je fais chez JA. J'essaye de ramener maximum d'agriculteurs et de jeunes agriculteurs à notre cause, à nos côtés, et les soutenir bien entendu sur l'avenir. Et on parlera d'avenir, c'est ce que je disais tout au début, effectivement. Dominique Chargé de la coopération agricole, c'est aussi l'année des coopératives, si j'ai bien vu à votre stand. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'importance du secteur coopératif dans l'agriculture en France? Alors, les coopératives agricoles en France représentent 2100 entreprises collectives. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'une coopérative? C'est une entreprise qui appartient aux agriculteurs, qui est sur un territoire et dont la mission est d'accompagner les agriculteurs dans leur acte de production, et ensuite de collecter, transformer cette production pour qu'elle devienne une alimentation. Et je pense que c'est très important, quand on parle d'agriculture, qu'on parle aussi de la façon dont cette production agricole devient une denrée alimentaire disponible pour les consommateurs. Et donc il faut bien considérer la problématique sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et faire en sorte que cette valeur soit bien protégée sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, et que l'ensemble des acteurs puissent y gagner leur vie. Mais les coopératives, donc c'est 2100 entreprises, ça représente 95% d'entre elles sont des TPE et des PME, donc elles sont partout sur les territoires, dans toutes les productions. 3 agriculteurs sur 4 sont aujourd'hui adhérents d'une coopérative, et elles représentent 60 à 70% de la production agricole en France, et la moitié de la fabrication de l'alimentation que vous avez tous les jours dans votre assiette, avec des marques célèbres. Une marque sur 3 appartient à des agriculteurs à travers leur coopérative, et nous en sommes très fiers. Ce salon est sous l'angle de la fierté. Nous sommes aussi très fiers. Nous avons de nombreux défis. Celui du renouvellement de génération, qui est évidemment central, mais ce renouvellement de génération ne se fera que si nous sommes capables d'avoir des modèles économiques qui permettent aux agriculteurs de vivre, des modèles économiques qui permettent d'investir dans nos outils de transformation, dans nos exploitations. Donc le défi de la compétitivité, je remercie vraiment le commissaire de remettre ce mot, qui est un mot clé, au cœur des dispositifs. Nous devons produire plus. La France importe 50% des poulets qu'elle consomme, 50% des légumes qu'elle consomme, donc nous devons produire plus. Nous devons produire mieux. Nous ne devons pas opposer production et environnement. Nous ne devons pas opposer compétitivité et transition. Nous ne devons pas opposer agriculture et société. Nous devons travailler sur ces 2 jambes.
mais nous devons le faire avec le défi de la souveraineté. Je pense qu'on va avoir l'occasion de parler de la géopolitique mondiale à un moment où la question de la souveraineté est clé autour de nous. Exactement. En réalité, on a déjà énuméré des sujets qui nous permettront de débattre jusqu'à demain matin, mais on essaiera de faire ça vite. Jean-Marie Serroni, en tant qu'universitaire, quelques mots sur vos axes de recherche, sur vos intérêts académiques. Voilà. Oui, donc Jean-Marie Serroni, je ne suis pas du tout universitaire. Du tout. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis membre de l'Académie d'agriculture, mais l'Académie d'agriculture, en 2 mots, elle regroupe, on est élu par nos pairs, on regroupe des universitaires, des chercheurs, des gens des pouvoirs publics, des agriculteurs. Dans la section que je préside, il y a plusieurs agriculteurs et agricultrices, et des gens comme moi qui viennent du monde de l'entreprise. J'ai pendant 20 ans dirigé un centre de gestion, j'ai travaillé dans la banque, voilà. Donc, et notre rôle, vous voyez, je suis tout jeune. Comme nous, donc, voilà. Comme nous tous. Donc on a, et en plus on est élu à vie, donc on n'a pas, sachant qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus de pouvoir de décision, et donc on n'a pas grand-chose on ne risque rien en fait. Donc on a une parole libre, et je vais essayer de le montrer. Et d'autre part, dans l'académie, il y a des gens de tous les métiers. Il y a des généticiens, il y a des gens de la forêt, il y a des pédologues, il y a des économistes et des agronomes comme moi. Il y a des gens de la toxicité alimentaire. On a absolument tous les métiers et on travaille ensemble. On a aussi, et c'est extraordinaire pour moi de découvrir ça en fin de carrière, des correspondants étrangers. Dans la section que je préside, on a accueilli en début d'année Jerzy Plewa, l'ancien directeur général de la commission de l'agriculture à la commission, ancien ministre polonais. Et donc, pour discuter de l'Ukraine, il sait de quoi il parle. On a des Espagnols, des Allemands, des Africains du Sud, des Africains du Nord. On va rentrer un Américain, on a des gens d'Amérique du Sud. Excellent. Et donc, ça nous permet d'avoir une ouverture qui alimente nos réflexions et les rapports que l'on fait. Excellent, merci beaucoup. Je tenais à ce petit round. D'abord, comme ça, vous savez un peu à qui on a affaire. Rentrons dans le vif du sujet. La nouvelle vision de l'agriculture, pour l'agriculture et l'alimentation européenne, commissaire. Est-ce que vous pourriez décrire dans les grandes lignes vraiment, là on ne rentre pas encore vraiment dans tous les détails, mais dans les grandes lignes, de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la nouvelle vision? Je pense qu'il faut surtout dire, on a eu l'année dernière nos agriculteurs qui sont allés dans les rues et je pense à juste titre parce qu'ils se sentaient bousculés de tous les côtés, que ce soit quand les accuse d'être les responsables du changement climatique ou autre. Moi, je pense que les agriculteurs sont plutôt ils sont premièrement la première victime du changement climatique parce qu'ils sont confrontés aux inondations, aux sécheresses, ils doivent y faire face, mais ils sont aussi notre meilleur rempart contre les effets du changement climatique. Et donc, on doit plutôt que de les obliger à faire certaines pratiques ou respecter certaines limites, on doit les encourager à adapter certaines pratiques qui sont bénéfiques pour l'environnement, bénéfiques pour le climat. Et s'ils le choisissent volontairement, je pense que ça va aussi avoir tout un autre effet. Ensuite, ils ont évidemment aussi réclamé des prix justes pour leurs produits. C'est quelque chose qui n'est pas donné et effectivement, beaucoup d'entre eux sont parfois aussi forcés à vendre leurs produits sous le prix de la production. C'est quelque chose qui est inacceptable. C'est pour ça, dans la deuxième semaine de mon mandat, j'ai déjà présenté deux règlements. Un règlement sur les pratiques commerciales déloyales et l'autre sur l'océan unique pour justement des meilleurs prix. Ensuite, la simplification administrative, parce que ça, on aurait pu le dire aussi, un des grands obstacles pourquoi les jeunes ne veulent pas commencer, parce que quand ils se voient confrontés à tout ça, c'est juste trop. Ils ont besoin d'aide, mais on a surtout besoin de simplification. Ça, c'est pourquoi on va travailler maintenant très intensivement sur 2 paquets de simplification qui sortiront encore cette année. Un basé sur la PAC, le deuxième basé sur un spectre plus large de législation, parce que c'est aussi de la législation sanitaire, de la législation environnementale, climatique, qui s'abat sur les fermes. Beaucoup de choses sont à rapporter qui ne font pas de sens ou qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc on va se
concentrer là-dessus. Donc, il y a 4 axes principaux. Évidemment, c'est premièrement l'attractivité du job, en fin de compte. Là, comme dit, ça doit être rémunératif, ça doit être plus simple et ça doit donc être rendu plus attractif. Le deuxième, c'est la compétitivité. C'est très clair, ils veulent produire et pouvoir vivre surtout de la production. Et ça, c'est quelque chose où on doit aussi leur permettre d'adapter l'innovation qui est nécessaire pour le faire. On n'a pas assez d'investissement. Actuellement, si on parle investissement ou manque d'investissement, on parle manque d'innovation et aussi manque de progrès pour une production plus durable. Donc, on doit vraiment les inciter là-dessus. Mais il y a aussi une autre dimension, évidemment, la protection des ressources. C'est très clair parce que sans eau, vous ne pouvez pas produire, etc. Donc, ils ont tout intérêt à protéger quand même les ressources. Et le quatrième point, c'est de recréer le lien entre le territoire et l'alimentation et les citoyens. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on recrée des zones rurales attractives et qu'on connecte aussi l'agriculteur, le producteur primaire avec le consommateur davantage. J'ai rencontré par exemple aujourd'hui les Eurotoc qui se disent justement les chefs qui veulent promouvoir l'alimentation de qualité du terroir et des saisons. Et je pense que c'est des exemples très très concrets que j'ai vécu ici au Salon de l'Agriculture qui contribueront à refaire ce lien qui est plus que nécessaire. Les Eurotox, c'est évidemment le resto où on veut tous absolument aller au plus vite. Est-ce que je peux... Vous devez déjà partir. Merci beaucoup pour l'introduction. Vous êtes excusés évidemment. Je pense qu'on avait un grand applaudissement pour le commissaire. Merci pour cette introduction. Merci beaucoup. Et là, maintenant, petite interruption, exactement pour accueillir Catherine, je sais votre prénom, pour accueillir la directrice en charge de la stratégie et de l'analyse politique à la direction générale de la DG Agri de la Commission européenne. Catherine Gélin-Laniel. Un grand applaudissement pour Catherine, évidemment. Merci beaucoup d'être venu aussi rapidement pour remplacer le commissaire. Alors, les autres 3, on a eu là très, très grossièrement les grandes lignes de la nouvelle vision. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner juste un feedback sur ce que le commissaire vient de poser là? Peut-être M. Serroni en premier. Moi, ce qui me paraît très marquant, c'est l'accent fort qu'il met sur la compétitivité. C'est un message nouveau, ou du moins renforcé par rapport au mandat précédent. Il l'a dit, et ça apparaît bien dans la note, une dimension forte aussi laissée à la simplification, mais aussi au territoire, à la proximité, dans les différents sens du terme, hein, la proximité. Alors tout ça, personnellement, je vais laisser mes collègues s'exprimer après, mais on a un peu échangé ensemble avant. C'est quelque chose qui nous paraît... opinions personnelles qui nous intéressent ici. Ça me paraît personnellement aller dans le bon sens. Et en même temps, comme toujours, ça pose des questions. Comment on peut aller être au plus proche du terrain en restant une politique agricole commune? C'est quand même une question centrale. Comment va-t-on accompagner l'agriculture pour aller vers davantage de compétitivité? L'économiste et l'agronome de terrain que je suis est parfaitement d'accord. En même temps, en gardant le cap environnemental, puisque l'objectif de neutralité carbone, si je ne me trompe pas, est toujours le même. Hein, il y a des mots qui ont disparu, mais les caps sont les mêmes. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et je suis de ceux qui pensent que compétitivité économique et efficacité environnementale ne sont pas contradictoires. Le tout, c'est que ça change fondamentalement, ça change assez profondément, et je sais que mon voisin est d'accord puisqu'on en a discuté avant, ça change assez profondément les façons de travailler, et je dirais même presque plus loin, et mon métier a été d'accompagner les agriculteurs pendant 30 ans. Et ça change aussi, quelque part, la vision que l'on a de son propre métier, et du métier des gens qui les accompagnent. Je ne vais pas aller plus loin, je laisse la parole aux collègues. Monsieur Guillot, le Guillot. Pour nous, on s'inscrit pleinement sur cette vision. On sait qu'il va falloir
je vais recommencer plutôt déjà dans un sens qui est pour moi le bon sens aujourd'hui de l'Union européenne. Chez Jeunes Agriculteurs, on se considère européen parce qu'aujourd'hui, dans une géopolitique actuelle, parler pour la France de 68-70 millions de citoyens consommateurs face à 460 millions de consommateurs en Union européenne, le poids est quand même un petit peu plus impressionnant, et notamment dans les discussions et les négociations avec les pays, surtout en ce moment. On a, nous, un grand sujet qu'aujourd'hui, pour avoir mieux d'Europe, il faut réussir à harmoniser au maximum toutes nos contraintes qu'on pourrait avoir en Union européenne, du moins que ces contraintes se changent en avantages. On pourrait parler sur tous les outils et les moyens de production, normes, etc., qu'aujourd'hui on pourrait avoir en France plus ou moins élevés en Union européenne. Il serait bien de réussir à harmoniser. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien, mais ensuite il faut regarder la production, la compétitivité au sein même des pays et États membres. On s'inscrit pleinement dedans. On est profité du salon de l'agriculture pour parler d'une planification agricole. On a rencontré énormément de délégations nationales, françaises, politiques, de tous bords. Et on avance cette planification. L'idée de cette planification, c'est de voir territoire par territoire, pays par pays, voir aujourd'hui, avec les changements climatiques, comment on pourra améliorer nos productions, comment on va pouvoir décarboner, comment on va pouvoir changer nos méthodes. Et puis, il va falloir qu'on ait un travail par territoire avec les coopérations, avec les interprofessionnels, avec les GMS et bien entendu les citoyens consommateurs que nous sommes nous aussi, pour voir les produits qui nous manquent. On en connaît, on sait qu'on va avoir et qu'on a déjà des choses qui nous manquent. Comment on pourrait ramener une dynamique agricole dans certains territoires qui aujourd'hui subissent le changement climatique, subissent les excès de charges, de normes, voilà. Donc on s'inscrit pleinement dans la vision qui vient d'être présentée. Pour nous, c'est tout à fait normal, c'est une vision d'avenir, c'est une vision de prospection et d'agrandissement et d'accroissement de l'agriculture européenne. Parfait, merci beaucoup. J'essaie d'organiser ce débat vraiment un peu en entonnoir. On passe du général vers les détails où on arrivera. Monsieur Chargé, juste un feedback rapide sur ce qu'on a entendu de la part du commissaire. Alors, on avait eu une première présentation hier, donc je n'ignorais pas tout. Mais ce qu'on peut quand même souligner, je ne sais pas si on peut parler d'un changement de cap radical, on peut quand même parler de sérieuses inflexions dans les orientations. Donc ça, on ne peut que s'en réjouir, mais c'est complètement justifié pour, à mon avis, deux grandes catégories de raisons. La première, c'est que les agriculteurs, effectivement, européens, en France beaucoup, mais un peu partout en Europe, ont manifesté depuis 18 mois une incompréhension totale par rapport à ce que l'on attend d'eux et les moyens qu'on leur donne pour le faire. C'est-à-dire qu'on attend des choses d'eux et on leur donne les moyens inverses pour le faire. On interdit à un moment où il faudrait produire. On nous explique qu'il faut changer nos modèles sans nous donner les moyens de pouvoir le faire. Donc, il y avait une incompréhension totale, celle aussi des prix. Je reviens sur l'impérieuse nécessité de traiter la valeur sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Il n'y aura pas d'agriculture s'il n'y a pas d'industrie agroalimentaire sur nos territoires. Il n'y aura pas d'industrie s'il n'y a pas d'agriculture. Et ça, c'est les piliers de notre souveraineté alimentaire. Donc, on s'inscrit évidemment complètement dans cette logique que moi je salue et j'allais dire qu'on appelait de nos voeux. Maintenant, il faut passer de la parole et de la déclaration aux actes. Et passer aux actes, effectivement, il va y avoir d'abord un cadrage budgétaire pluriannuel dans lequel il faut maintenir l'agriculture comme étant un souci, un sujet stratégique pour l'Europe. Une agriculture qui doit être, un budget agricole qui doit être dédié. Moi, je pense que ce budget ne peut pas être fondu dans une politique globale, mais il doit parfaitement être dédié. Il doit être campé sur les deux piliers que nous connaissions, c'est-à-dire celui de l'aide directe et celui de l'aide à l'investissement, à la rupture dans les modèles économiques, et Dieu sait si on en aura besoin. Et enfin, moi, ce qu'on attend, ce que ne comprenaient pas non plus les agriculteurs, et j'y reviens, c'est que nous ne pouvions pas produire dans nos territoires des produits que nous acceptions d'importer aux bornes des frontières de l'Europe. Donc, comme l'a dit Quentin, je suis parfaitement d'accord, nous avons besoin d'une Europe qui ne discrimine pas, qui ne crée pas de distorsion de concurrence à l'intérieur de l'Europe, et une Europe qui protège aux bornes des frontières de notre territoire. Et ça, c'est capital pour réussir. Le reste, si on nous donne les moyens, les agriculteurs, les coopératives, on saura faire.
Changement de cap, j'ai entendu. Mais rentrons un peu dans les détails. Effectivement, les axes principaux de cette nouvelle vision. Le commissaire a mentionné l'idée de restaurer l'attractivité du métier et je voudrais d'abord savoir un peu ce qui entame en ce moment l'attractivité du métier agricole ou ce qui illustre les difficultés. Et là, je veux parler en réalité de 2 facteurs qui sont le vieillissement dans le métier et les charges administratives, pour prendre juste des exemples. Alors, peut-être pour brosser un peu un tableau de la situation, Quentin de Guillot, en tant que représentant des jeunes agriculteurs, si on parle de vieillissement, quelles sont réellement les difficultés des jeunes à s'installer? Parce que c'est bien ça qui fait qu'il y a un vieillissement dans le métier. Comment se présente la situation pour les jeunes qui ont envie en réalité? Actuellement, bon, on va dire qu'on sort quand même de 18 mois très compliqués. Elle ne se présente pas forcément très très bien en ce moment. L'objectif, c'est qu'on arrive à changer tout ça. On a des départements où on a eu, nous en France, 0 installation sur l'année 2024, avec des départs en retraite qui n'ont pas du coup été comblés. Du coup, ça met quand même un petit peu le point d'urgence sur l'état de l'agriculture voilà, pour l'avenir. Il va falloir réussir à redonner vraiment l'amour agricole. Aussi, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, mais parce que malheureusement, on a subi des aléas climatiques, on a subi des crises de revenus, guerre en Ukraine, qui sont venues aussi impacter nos charges et impacter aussi du coup, les résultats dans les exploitations. Mais aujourd'hui, il y a des filières qui fonctionnent. Et je pense que malheureusement, des fois, on ne le met pas suffisamment en avant. Je pense qu'il faut être fier aussi de produire, d'avoir une rémunération, ne pas avoir honte aussi de temps en temps se prendre une semaine de vacances. Maintenant, c'est comment on arrive à combler tout ça, parce qu'on a une nouvelle génération qui arrive, qui veut du social en priorité, c'est-à-dire profiter comme tout le monde, se faire des amis, se marier, avoir des enfants. J'ai envie de dire une vie normale. Une vie normale. Mais comment on fait pour accompagner tout ce nouveau monde qui vient d'arriver? C'est ce que je disais, en France, on a une moyenne d'installation de 33 ans. Plus on avance dans les temps, plus on s'installe de plus en plus tard. Preuve en est, on a des jeunes qui vont faire un autre métier avant, qui vont se former plus longtemps et qui reviennent sur les exploitations familiales ou qui, d'un coup, veulent un changement dans leur vie et reviennent peut-être aux sources. Donc c'est très bien, mais comment on les accompagne et puis comment on redonne goût pour aller chercher les plus jeunes? Parce qu'on a un sujet aussi sur les salariés agricoles. On a de moins en moins de salariés agricoles sur les entretiens de mécanisation, sur travailler dans les exploitations. Donc c'est vraiment en fait toute la globalité agricole qui, je pense, doit se mettre en état de marche pour redonner le goût du métier et cette attraction pour attirer les jeunes partout dans l'Union européenne sur le sujet de l'installation. Alors, Dominique Chargé, peut-être quelques mots sur les charges administratives, parce qu'on entend ça tout le temps dans le débat. Quel est vraiment le problème? Ben moi, dans le complément et je vais y venir, mais dans le complément de ce qui vient d'être dit. Bien sûr. Si je dois qualifier aujourd'hui ce qui, je veux dire, engendre le non-renouvellement des générations, parce que le vieillissement, c'est le non-renouvellement. Moi, j'y vois 3 ou 4 leviers. Évidemment, des problèmes de revenus. Sans conteste, des problèmes de revenus qui sont liés à la lourdeur de l'investissement, mais aussi aujourd'hui au manque de sécurité sur les modèles économiques et les itinéraires, j'allais dire, de pratique du métier. C'est-à-dire que nous sommes sortis d'une Europe qui régulait et qui sécurisait beaucoup les productions il y a maintenant 20 ou 30 ans à une Europe aujourd'hui, enfin une Europe en tout cas, une économie dans laquelle nous sommes au vent des marchés et ces marchés sont volatiles. Il y a donc un problème de risque aujourd'hui par rapport à la sécurité d'un revenu et à la lourdeur de l'investissement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a incontestablement un sujet autour du travail. C'est-à-dire que, comme l'a dit Quentin, et je partage, aujourd'hui, les nouvelles générations veulent pouvoir vivre, j'allais dire, une vie sociale, une vie familiale, à côté d'une vie professionnelle. Je fais probablement partie d'une génération qui a sans doute un peu sacrifié la vie sociale et la vie familiale, en tout cas au début de la carrière, parce qu'on a tout consacré au métier. Je pense que ça, il faut qu'on donne des moyens pour pouvoir accompagner par de la robotisation, par du salariat, je pense, d'autres formes d'entrepreneuriat. Il y a évidemment, moi je pense, un sujet important, peut-être particulièrement en France, mais je pense que c'est en Europe, c'est ce que j'appelle moi la controverse sociétale autour de nos métiers. La façon dont nos métiers ne sont plus bien perçus par les citoyens, alors que ce métier est indispensable, nous en avons besoin pour nous nourrir, pour assurer la souveraineté alimentaire. Il faut donc que nous retrouvions aussi
de l'acceptabilité sociétale sur la nécessité d'investir, d'avoir des bâtiments d'élevage, d'avoir des serres pour produire, d'avoir accès à l'eau pour pouvoir produire. Ça va être des vrais sujets. Et enfin, vous l'avez dit, et j'y viens, tout ce qu'on appelle la contrainte réglementaire administrative. Moi, je pense que c'est absolument terrifiant. Pour un jeune qui arrive aujourd'hui, moi, je peux vous dire que je ne fais plus le même métier depuis 30 ans. J'ai commencé en trayant des vaches. Aujourd'hui, je remplis des papiers. Non, j'exagère, mais on traite toujours les vaches. Mais on passe plus de temps, c'est sûr, autour des questions réglementaires, autour de contrôle. Non, mais je le dis parce que j'y suis. Autour, j'allais dire, moi je suis en plus irrigant sur mon exploitation. J'ai l'irrigation. Je peux vous dire qu'à certains moments l'été, c'est compliqué de pouvoir, j'allais dire, répondre à toutes les injonctions, tous les contrôles, toutes les sollicitations que nous avons autour de nos activités. Nos activités, elles ont un impact important sur l'environnement, mais nous sommes les premiers à être concernés. Nous sommes évidemment engagés et responsables autour de ces questions-là. Nous devons absolument simplifier ces questions-là si nous voulons être attractifs. Alors, Catherine, je vous vois déjà vouloir répondre, évidemment. Mais concentrons-nous sur ces deux facteurs qu'on a mentionnés essentiellement. Enfin, non, il y en a plusieurs. Répondez ce que vous voulez. Bien vrai. Mais il y avait le renouvellement des générations, le vieillissement dans le métier, la perception du métier également, les charges administratives. Dans la nouvelle vision, qu'est-ce qu'il y a dedans pour répondre à toutes ces doléances? Donc, c'est des points qui sont importants. La question de l'attractivité, elle dépend pour un jeune de beaucoup d'éléments qui ont été mentionnés. La rémunération, et donc c'est la première partie. Les premières propositions dans la vision traitent de cette question-là, pas seulement par des soutiens publics. Les agriculteurs, les jeunes agriculteurs veulent vivre de leur métier. Donc, comment on fait mieux fonctionner la chaîne, la distribution de la valeur dans la chaîne, ça a été mentionné. Donc là, il y a une série de propositions concrètes, à la fois pour utiliser les outils réglementaires pour mieux faire fonctionner cette chaîne. Il y a aussi la question de comment on fournit aux agriculteurs, jeunes et moins jeunes, des outils pour être rémunérés sur des choses qui ne sont pas forcément rémunérées par le marché, ou du moins pas complètement aujourd'hui par le marché. Tous les services que les agriculteurs rendent en matière environnementale, stockage de carbone dans le sol. Et donc là-dessus, il y a une série de propositions concrètes que l'on fait qui permettront aux agriculteurs d'être mieux rémunérés. Ça ne veut pas dire que ça doit se substituer à la rémunération par le marché, mais que ça soit venir compléter cette rémunération. Il y a aussi la politique agricole commune, évidemment, on l'a mentionné. Elle doit porter la prochaine, elle doit porter encore plus d'attention aux jeunes. Il y a des propositions qui ont été faites dans ce sens-là, par les jeunes agriculteurs en particulier. Donc, comment dans le travail de ciblage qu'on va faire dans la prochaine politique agricole commune, on va intégrer un soutien, une attention plus importante, y compris financière, évidemment, aux jeunes agriculteurs. Il y a d'autres leviers aussi sur lesquels l'Europe n'a pas beaucoup travaillé jusque-là parce que c'était considéré comme des compétences des États membres, qui sont les questions d'accès à la terre, les questions d'accès à l'investissement. Et donc là-dessus, ce que le commissaire a proposé, et c'est d'ailleurs une méthode générale dans cette vision, c'est de travailler avec les acteurs, pas simplement de leur dire « vous allez faire ça », vous allez faire ça et vous allez le faire dans ce calendrier, mais bien travaillons, donc mettons-nous autour de la table pour définir ce qu'il a appelé une stratégie sur le renouvellement des générations et dans lequel on voudrait explorer concrètement, avec des pistes concrètes d'action, comment on peut mieux observer ce qui se passe sur le marché de la terre, parce qu'on sait très bien que c'est un obstacle à l'installation, et aussi les investissements. On a déjà d'ailleurs commencé à travailler sur ce sujet-là avec la Banque européenne d'investissement. Il y a une enveloppe de 3 milliards d'euros qui a été annoncée par la Banque européenne d'investissement pour des prêts qui ne seront pas que pour les jeunes, mais qui ciblent les populations jeunes, les femmes, et tous les investissements qui vont aider à la transition, à la transformation des systèmes de production et dérisquer cette transition.
Donc voilà des pistes d'action concrètes. Catherine, je voudrais vous relancer juste brièvement. Faisons ça très très concrètement. Imaginons, ce qui est déjà pas vrai, je suis un jeune, imaginons ça, qui veut s'installer. Qu'est-ce qui change pour moi pré- et post-Nouvelle Vision? Genre fin 2024 et début 2025, qu'est-ce qui change pour moi? L'idée, c'est qu'effectivement, si à l'issue de la vision, on va dire dans quelques années, à la fin du mandat de la Commission, peut-être un peu après, mais en tout cas, c'est ça l'objectif. Ouais. D'abord, vous avez plus facilement accès aux investissements et vous avez des dispositifs, des outils financiers qui vous sont réservés parce que vous êtes un jeune et que parfois les banques trouvent qu'il y a plus de risques avec les jeunes et du coup sont moins tentés d'investir dans vos exploitations. Donc ça, c'est un premier point important. La deuxième, c'est je gagne mieux ma vie. C'est-à-dire que la rémunération, c'est quand même le premier objectif de la PAC. Que les agriculteurs européens voient leurs revenus progresser et rattraper le reste de l'économie européenne. Donc l'idée, c'est que, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, vos revenus aient progressé et que vous ayez à la fois les revenus du marché qui sont liés à la production que vous faites, le lait, la viande, les grandes cultures, les fruits, les légumes, etc., mais aussi des rémunérations que vous avez, par exemple, parce que vous stockez du carbone et que ça, c'est un service que vous rendez au climat, à la société européenne, que vous avez aussi, vous rendez des services en matière de nature et de biodiversité qui sont rémunérés. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Et peut-être, je dirais, j'aimerais rêver avec vous que vous avez aussi des conditions de vie, de travail et de développement de votre activité facilitées par le fait que vous avez une meilleure prédictabilité, stabilité et visibilité sur ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. C'est-à-dire pas des coups de frein, des coups d'accélérateur, des changements radicaux dans le domaine des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on vous donne de la visibilité. Et quelque part dans la vision, je dirais, pour moi, les deux choses qui sont les plus importantes, évidemment, ce sont les initiatives concrètes que l'on a annoncées, mais aussi cette idée que, on vous dit pour les 5 ans à venir ce sur quoi on veut travailler avec vous. Donc vous avez de la visibilité. Et pour un entrepreneur, c'est important d'avoir de la visibilité. Et 2, on vous promet qu'on va travailler avec vous. Avec vous, pas seulement individuellement, parce que c'est compliqué au niveau européen, mais avec vos organisations au niveau européen, avec les États membres. Et ça, ce sont des éléments importants qu'on avait un peu perdus de vue, c'est vrai, ces 5 dernières années. Très bien. Jean-Marie, je vous voyais prendre le micro à plusieurs reprises, comme si vous vouliez absolument répondre. Oui. Non, ce n'était pas pour répondre, c'était plutôt pour aborder un sujet, puisqu'on a dit on est en entonnoir, voilà. Dominique, tout à l'heure, a expliqué que, et je partage complètement, que l'agriculteur a besoin de visibilité et a besoin de sécurité, de sécurisation. Et pour moi, dans la sécurisation, il y a un élément qui est la régulation des marchés, mais dont l'Union européenne est sortie depuis un moment, et je ne vois pas dans la note d'évolution de ce côté-là, et il n'y a pas de jugement de valeur, mais je ne vois pas, on est bien d'accord, je ne me suis pas trompé dans la lecture. Par contre, il y a 2 autres éléments sur la sécurisation, c'est d'une part la gestion de crise, et d'autre part les systèmes d'assurance. Et là, il me semble avoir perçu dans la note une évolution potentielle dans les outils. La question de la gestion de crise, je vais faire un tout petit peu technique mais très simple, le budget de l'Union européenne, il est annuel. Or, quand on gère des crises, il y a des années où il n'y en a pas, ou peu, et des années où il y en a beaucoup. Donc ça a toujours été compliqué pour le budget européen d'avoir des actions de gestion de crise. Et en plus, il y a toujours des débats entre les États et la Commission pour savoir est-ce qu'il y a crise ou pas crise. Et donc, il m'a semblé percevoir une ouverture sur cette gestion qui pourrait être pluriannuelle des fonds de gestion de crise. Il me semble le voir en sous-main. Mais est-ce qu'on peut l'avoir de manière, la phase émergée de l'iceberg? Et le troisième point, c'est les assurances.
Et il se trouve que j'ai publié un livre sur la PAC il y a 4 ou 5 ans. J'avais été beaucoup à la Commission et au Parlement. Et à l'époque, la Commission ne voulait absolument pas entendre parler de système d'assurance, enfin, ne voulait absolument pas prendre en compte les systèmes d'assurance dans la politique agricole. Elle autorisait les États à subventionner les agriculteurs pour les assurances. Et là, je vois que ça apparaît comme un levier pour la Commission, les systèmes d'assurance. Est-ce que je me trompe ou pas, comme un élément nouveau? Non. Et un dernier point qui pique, par contre, c'est on parle beaucoup de ciblage. Donc, on veut cibler sur les jeunes, pour faire plus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est sur un budget plus grand ou que si on est à budget constant, si on cible, je fais des priorités. Dans une pénurie, on fait toujours des priorités. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des perdants? Alors, je voulais donner la parole à Dominique qui l'avait demandé, mais là, il y a plusieurs points qui vous étaient adressés directement, Catherine. Donc, peut-être, si vous voulez répondre directement, sur les c'est maintenant. risques. Sur les risques, oui, merci. Sur les risques, on voit bien que le métier d'agriculteur est devenu de plus en plus risqué. Il y a toujours eu des risques. La volatilité des marchés, la météo, ça a toujours existé, ça c'est pas nouveau, et ça reste. Mais en plus de ça, on a vu se développer toute une série d'autres risques qui sont liés aux situations géopolitiques, au changement climatique. Et d'ailleurs, il y a tout un volet sur l'adaptation au changement climatique, la reconnaissance que l'agriculture, certes, elle contribue, elle émet des gaz à effet de serre, mais elle est aussi la première victime du changement climatique et que l'agriculteur est confronté à ce risque-là. Donc cette idée qu'on doit améliorer, renforcer la palette d'outils qui existe déjà. Il y a quelques outils dans la PAC. Il n'y a pas que la gestion, pas que la réserve de crise, ou qui a changé de nom, qui s'appelle la réserve agricole, mais peu importe. Donc il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle des outils de gestion des risques, c'est-à-dire par exemple, en tant qu'agriculteur, vous pouvez accéder à un financement d'une partie de vos primes d'assurance pour certains risques qui sont assurables. Tous les risques ne sont pas assurables, mais voilà. Donc là-dessus, c'est cette idée qu'on doit améliorer la boîte à outils qui est à la disposition des agriculteurs pour qu'ils soient mieux armés et qu'ils puissent faire face aux chocs que leurs exploitations ne manqueront pas d'avoir dans les années qui viennent, et les aider aussi à accompagner ce que j'appellerais l'adaptation à certains risques qui sont bien connus, l'adaptation au changement climatique qui est là, et donc de regarder comment on peut aider à ce qu'un agriculteur, en particulier un jeune agriculteur, il sait que dans 10 ans, les conditions climatiques vont être différentes, qu'il anticipe ça et qu'il se prépare à ça dans les choix de production, dans les méthodes de production, et qu'il ait les outils qui lui permettent là-dessus de s'adapter. Et après, peut-être un dernier mot, parce que je ne suis pas sûre que j'aurai à nouveau la parole après. Dire que, évidemment... Vous connaissez bien. Ouais, c'est ça. Évidemment, les outils de politique publique sont importants, et la politique agricole commune en particulier est une politique très importante, et l'Europe là-dessus s'est engagée depuis 60 ans, et ce que dit la vision, c'est qu'elle continuera à s'engager aux côtés des agriculteurs. Je ne sais pas ce que sera le budget de l'Union européenne, on verra ce que les chefs d'État et de gouvernement décideront, mais la sécurité alimentaire est une priorité. Mais il y a autre chose qui est important aussi dans cette vision, et je suis sûre que si vous l'avez lu attentivement, ce qui est le cas, vous l'aurez vu, c'est aussi le dialogue entre les acteurs, le travail des acteurs de la chaîne alimentaire. Les agriculteurs tout seuls ne peuvent pas réussir. Il faut évidemment que, et ils le font déjà pour beaucoup d'entre eux, que les coopératives, les entreprises de transformation, l'industrie agroalimentaire, les distributeurs, et j'irai même jusqu'à dire les consommateurs, chacun a son rôle à jouer. C'est une chaîne. Et donc ça ne veut rien dire de demander aux agriculteurs de produire mieux, différemment, toujours moins cher, si les autres acteurs de la chaîne ne se mobilisent pas. Et l'idée aussi, c'est que ce ne soit pas simplement une interaction entre les acteurs et la Commission européenne, mais aussi que les acteurs travaillent entre eux. Il y a déjà de belles choses qui se font sur le terrain. Et quand je dis travail ensemble, c'est aussi, je parle d'économie, de rémunération, de soutien économique, d'investissement, etc. Et donc ça, je pense que c'est très important dans la nouvelle approche que nous souhaitons développer. Plein d'aspects, Dominique, je vous ai fait attendre, vous avez demandé plusieurs fois. Et en plus, je voudrais, si c'est possible, alors, ou bien vous répondez directement à tous les points où vous aviez déjà envie de répondre,
Et en plus, si on peut se diriger vers la compétitivité sur les marchés internationaux que vous avez déjà mentionné tout à l'heure dans votre introduction. J'y viens. À vous. J'y viens, mais je pense que la question de la gestion des risques, elle est majeure, parce que les risques, ils sont énormes et ils sont multiples. Risques géopolitiques, on le voit, risques sanitaires, risques climatiques. On a des risques aujourd'hui à tous les niveaux. Donc, je pense que la question de la gestion des risques est majeure. Et là, on parle de la garantie du risque. Assurance, réserve de crise. Très bien. Moi, je pense qu'il faut que nous agissions en anticipation sur la prévention des risques. Catherine l'a abordé et je suis tout à fait d'accord. Il faut que nous transformions nos modèles pour avoir à notre disposition des outils qui nous permettent d'avoir de la génétique qui nous permettra de mieux résister aux canicules, mieux résister aux sécheresses. Nous devons retravailler, et j'insiste beaucoup, à la protection par vaccination de nos élevages pour faire face aux nouveaux risques sanitaires que nous avons. Nous l'avons parfaitement fait dans les années 60. Nous avons aujourd'hui une série de nouveaux risques qui arrivent probablement en lien avec le changement climatique sur lesquels il va falloir que nous retravaillions dans des programmes de vaccination qui doivent être massifs et globaux. Ça, c'est très important. Nous devons refaire ça. Et puis enfin, nous donner les moyens. L'eau, chez moi, est mon premier outil de prévention des risques. C'est ma première assurance. C'est ma première assurance. L'eau, pouvoir arroser quand il fait sec, c'est ma première assurance. Et enfin, protéger nos cultures. Ne pas interdire des solutions qui marchent tant qu'on n'en a pas de meilleures qui marchent également. Donc ça, c'est les sujets. Ensuite, je viens à ce que vous dites. Nous devons aussi nous concentrer sur une meilleure organisation économique de la production pour mieux correspondre, d'abord, pour mieux répondre à ce qu'attendent les marchés, les consommateurs. Et tous les marchés, vous avez raison, c'est les marchés de consommation intérieure et l'exportation. Et aussi pour apporter de la prévisibilité et de la sécurité dans le revenu. Pourquoi ? Parce que si nous sommes en capacité, par l'organisation économique de la production, de mettre en production ce que le marché attend au moment où nous l'amènerons sur le marché, alors nous pouvons nous engager dans un processus contractuel inversé, en marche avant, qui permet de s'engager sur de la rémunération. Ça, c'est très important. C'est aussi un outil de garantie de risque. Moi, j'insiste beaucoup pour qu'aujourd'hui, on n'abîme pas, on ne dénature pas les systèmes d'organisation économique de la production qui fonctionnent et sur lesquels nous allons devoir nous appuyer pour mieux répondre aux attentes du marché. Un marché qui bouge beaucoup. Les consommateurs attendent des produits de consommation sur toutes les gammes. Ils attendent des produits bio, des produits labels, mais aussi des produits d'entrée de gamme. On voit que la consommation se déplace vers une certaine forme de nomadisation, c'est-à-dire de consommation à l'extérieur de la maison, qui va nécessiter que nous changions un peu aussi notre approche de l'usage de notre production. Et tout ça, c'est des sujets que nous allons devoir aborder pour mieux répondre et sécuriser et répondre d'abord à l'objectif de souveraineté alimentaire. Quentin, je vous vois hocher de la tête. Non, mais je m'inscris pleinement sur ce qui vient d'être dit. Oui, la restauration collective est de plus en plus grandissante. Donc, on a un réel sujet là-dessus où comment on ramène, comment dire, le goût mieux consommé, le goût du faire-valoir, le goût de la gastronomie. En France, on se vante sur notre gastronomie de qualité. Et aujourd'hui, restauration collective, restaurant, nos enfants, ce qu'on a dans les assiettes, voilà, il faut qu'on arrive à ramener les origines, la qualité locale, le français, ou du moins par pays, ou comment on valorise. Puis peut se jouer aussi cette idée d'harmonisation qu'on disait en introduction tout à l'heure avec l'Union européenne. Si demain je suis totalement harmonisé avec mon voisin allemand ou italien, moi ça ne me dérange pas de manger ces produits, il n'y aura pas de problème, parce qu'en fait on sera sur une concurrence, on va dire, égalitaire. Donc c'est ça aussi cette force de l'Union européenne qu'il faut qu'on arrive à avancer. Voilà, moi je pense qu'on se rejoint sur tout ça. Il y a une sécurisation, on parlait tout à l'heure assurance. Oui, il faut sécuriser le métier, il faut sécuriser et anticiper. Ça va être avec les anticipations au changement climatique, c'est avec une sécurisation sur les revenus, sur la production. Voilà, vraiment regarder de l'aval à l'amont tous nos besoins pour les consommateurs, tous nos besoins pour la restauration collective, tout ce qu'il va falloir qu'on puisse faire pour demain et pour redonner goût et bon sens et bien entendu installer encore et davantage d'agriculteurs, parce que le métier d'agriculteur, je pense qu'il faut en être fier.
Catherine, je vais vous donner encore une fois la parole justement pour parler des aspects de la compétitivité sur les marchés mondiaux. Qu'est-ce qu'il va changer avec la nouvelle vision? Alors d'abord, l'Europe, et son secteur agricole et alimentaire, il est présent sur les marchés internationaux. Nous les Européens, nous sommes un acteur mondial majeur. On peut dire un des premiers exportateurs mondial. On est aussi un importateur à dimension mondiale. Donc là-dessus, ce que dit la vision, c'est qu'on doit rester cet acteur majeur sur la scène internationale. L'Europe ne doit pas se fermer. Je sais que il faut parfois un peu de courage pour le dire, surtout dans un contexte où on voit bien que certains de nos partenaires internationaux sont tentés par la guerre commerciale et le protectionnisme. Je crois que personne n'y gagne à la fin. Donc, qu'est-ce qui change? On veut continuer à accompagner, donc améliorer la compétitivité de notre agriculture et de notre secteur agroalimentaire, je l'ai dit, par un travail sur le fonctionnement de la chaîne alimentaire, par des investissements. Ce qui est important aussi, c'est ce qu'on a entendu beaucoup ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas l'idée que l'Europe devrait se fermer et se replier sur elle-même, mais qu'elle devrait parfois, ou plus, protéger un peu sa production et en tout cas aligner les standards qu'elle applique aux produits qui sont importés des pays tiers sur ses propres standards. Et donc ça, c'est un élément nouveau dans la vision. C'est ce qu'on a appelé la réciprocité. C'est l'idée que sur un certain nombre, par exemple, de règles qui sont liées à l'utilisation des pesticides, au bien-être animal, sans déclencher de guerre commerciale, on peut faire mieux, par exemple, en n'acceptant pas que des produits importés des pays tiers contiennent des résidus de pesticides qui sont ces pesticides, par exemple, qui ont été interdits dans l'Union européenne pour des raisons de santé ou d'environnement. Donc ça, on s'engage à le faire, à y travailler. Il faudra sûrement une modification de notre législation, mais ça ne nous effraie pas. Et donc ça, c'est un exemple concret, c'est-à-dire rester ouvert, continuer à être présent sur les marchés internationaux, continuer aussi à conclure des accords de partenariat commercial avec différentes régions dans le monde, parce qu'on a besoin d'échanger, mais être peut-être un peu moins naïf, diraient certains, et mieux protéger nos productions. Et j'ai donné 2 exemples, les pesticides et le bien-être animal. Merci beaucoup. On est arrivé quasi à la fin de ce débat. On a juste commencé en réalité à aborder un peu les sujets, mais c'est comme ça, dans moins d'1 heure, on n'arrive pas. Donc, ce que je vous propose de faire, chacun en 2 phrases, les aspects vraiment qui comptent pour l'avenir et qu'il faudra prendre en compte juste comme quelque chose qu'on amènera de ce débat à y penser. Jean-Marie. Oui, je démarre. Bon, moi, juste, je retiens deux idées fortes dans la proposition. Cette notion de redonner un axe clair sur la production, la compétitivité, la production de l'agriculture. Ça me paraît très clair. Par contre, j'ai peut-être même moi-même employé le mot, je ne pense pas qu'il faille que ce soit un changement de cap. C'est-à-dire que c'est plus l'environnement, maintenant c'est la production. C'est un cap qui se rajoute, c'est une dimension qui se renforce par rapport à la dimension de l'environnement, des générations futures, de la neutralité carbone. Et je vois, on n'en a pratiquement pas parlé, mais je vois dans la proposition des éléments concrets qui permettent de répondre au comment mieux d'environnement par les techniques génétiques qui sont clairement affirmées. Alors après, est-ce que ce sera validé? C'est un grand débat tout de suite, mais la Commission a une position très claire là-dessus, sur la génomique, sur la facilité et accélérer les outils de biocontrôle. Il y a aussi des dispositions pour mieux raisonner la fertilisation. C'était déjà en tout germe dans la précédente, mais il n'y avait rien eu de concret. Et donc, se dire, on va produire plus, ou du moins de manière plus compétitive, notamment dans le cadre géostratégique et de l'arme alimentaire, il ne faut pas se cacher, mais en même temps, sur l'environnement,
on a des actions qui sont proposées et qui vont permettre d'agir notamment par la génétique, le biocontrôle, la fertilisation. Jean-Marie, merci beaucoup. Je sais le challenge de répondre en 2 phrases. Je sais que ce n'est pas évident. Quentin, les aspects vraiment à tenir en tête quand on sort d'ici qui sont importants pour vous? 2 phrases, ça va être plutôt, allez, 5-6 mots. Renouvellement des générations, premier. Mieux installé. Donc là, on va sauter sur le revenu, d'accord, la productivité, la compétitivité européenne et de nos pays français. Et puis, bien sûr, l'adaptation au changement climatique et l'anticipation. Je pense que c'est les valeurs que Jeunes Agriculteurs portent. C'est en grande partie et presque à 100% qu'on a pu retrouver sur la vision européenne et on va dans un bon sens. Donc voilà, je pense que je m'arrête là. Pour moi, tout est dit. Merci beaucoup. Dominique. 2 mots. 2 mots, encore mieux. Renouvellement des générations, souveraineté alimentaire, basée sur 2 jambes, compétitivité, transition, paiement pour services environnementaux. Je pense que ça, c'est très bien si on peut avancer là-dessus. Et enfin, derrière, prévention, gestion des risques. Merci beaucoup. Catherine, vous avez encore... mais, puisque vous avez la dernière, je rends un peu plus difficile. La question environnementale, on n'en a pas débattu. 2 mots. Non, mais moi, je voulais... Ça, c'est votre question. Moi, je voulais dire aussi 2 phrases. Je voulais dire que l'Europe a... L'agriculture et l'alimentation ont été au cœur de la construction européenne depuis plus de 60 ans. Et la vision pour l'agriculture et l'alimentation, c'est un message d'espoir et de confirmation que ça va continuer pour au moins 60 ans encore. L'idée, c'est qu'on travaille ensemble pour pérenniser les succès de notre secteur agricole et agroalimentaire. Et évidemment, la politique agricole commune jouera un rôle essentiel dans ce contexte-là. Alors, tenons ça comme le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci pour votre attention. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur X et Facebook. Et un grand merci à vous. Catherine Gélin-Lanel, directrice en charge de la stratégie et l'analyse politique à la Direction générale Agri de la Commission européenne. Dominique Chargé, le président de la coopération agricole. Quentin Leguillou, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs, et Jean-Marie Serroni de l'Académie d'agriculture de France. Et je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes de ce podcast Nourrir l'Europe. Et jusque-là, je vous souhaite un bon appétit. Au revoir. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Parler d'agriculture et d'Europe à la Genève. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.